Il y a un fil directeur qui relie tous les mangas des premiers jusqu'aux contemporains, qui est cette disparition de la généalogie. La thèse en question est la suivante, c'est que l'ère Meiji est un échec, de telle sorte que le Japon est directement passé de sa période féodale à la post-modernité. Et donc une post-modernité qui se construit sur aucun héritage, donc sur aucune modernité, puisqu'il y a eu cette table rase. Et donc le Japon serait le laboratoire expérimental de la post-modernité. Nous vivons dans le délai, et quand Kenshiro, donc le héros de Hokuto no Ken, met à mort ses adversaires, il appuie sur des points de pression et leur dit « tu es déjà mort mais tu ne le sais pas encore ». Donc on a l'impression que l'adversaire est encore vivant, alors qu'en fait il vit dans le délai en attendant sa mort. C'est aujourd'hui le management qui rend effectif le projet postmoderne. Donc moi j'ai moins peur de la wokisation, c'est un terme que je n'utilise pas mais je veux le dire ici, des universités, que de la prolifération du management qui accomplit en douce tout le programme postmoderne. Il suffit de lire Jacques Derrida, notamment dans ses Mémoires pour Paul de Man, où il se pose à lui-même la question. Alors, les livres de Derrida, pour la plupart, sont des conférences qu'il a prononcées. Et là, c'est une conférence justement aux États-Unis. Il se pose la question, mais qu'est-ce que la déconstruction? Et il répond, mais la déconstruction, c'est l'Amérique. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, nouvel invité, Baptiste Rapin. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, c'est un plaisir de te recevoir. C'est la première fois qu'on a un invité dans cette nouvelle configuration, même si vous le voyez pas à l'image, ce qui est autour de l'image a changé. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Bah écoute, oui, rapidement, je suis universitaire à l'université de Lorraine. Et pour le dire d'un mot, je me préoccupe beaucoup de la société industrielle, managériale, post-politique, comme on dit également, et j'essaie d'en faire ressortir non seulement les fondements philosophiques, mais également les enjeux anthropologiques, et on y reviendra très certainement au cours de notre discussion. Ouais, et discussion qui va tourner autour du dernier livre, non pas de ton dernier livre, mais du dernier livre que j'ai reçu pour cause de petits déménagements. Tu es déjà mort, les leçons dogmatiques de Ken le survivant. Et ça, je pense que vous l'aviez pas senti venir. Moi non plus. Génération Club d'eau, du coup? Eh oui. Premier épisode de Récréa 2. Ouais. 78-79. Je suis né en 1979. Dernier épisode du Club Dorothée 1997. En 10 ans, le Club Dorothée a connu tous les records et a traversé toutes les tempêtes. Jusqu'au mois d'avril 1997, date à laquelle TF1 annonce officiellement l'arrêt définitif de son programme jeunesse. Le Club Dorothée s'est arrêté en pleine gloire, puisque les audiences ne baissaient pas, tout marchait bien. Mais comme on avait monté à Bessat, on devenait des concurrents de TF1 pour Patrick Lelay, et il avait dit, comme vous êtes des concurrents, je vais vous tuer, j'arrête toutes vos émissions. Donc ils ont arrêté le Club Dorothée, toutes les sitcoms d'un seul coup. Après, on habille, on dit, ah oui, mais les audiences commencent à baisser, ah oui, mais c'est pour pas dire que c'est une question de fric, point barre. J'ai eu mon bac en 97. Oh la vache! Donc mes dates coïncident exactement avec cette période qui me rend tout à fait nostalgique. Ouais, c'est ça, on a quelques années d'écart, on a presque eu le même club d'eau. Je dis ça parce que tu ouvres le bouquin. Comme beaucoup de bambins nés au tournant des années 80, je connus une religion qui reproduisait mécaniquement par la grâce de la programmation hertzienne chaque semaine son rituel du mercredi. Je parle bien sûr du Club Dorothée, dont la grande prêtresse éponyme, épaulée d'un quatuor de choc, Ariane Carletti, Jackie, François Corbier et Patrick Simpson-Jones. Ah ouais, putain, je disais toujours Patrick, je savais pas le Oui, c'est Patrick. Patrick rythmait les séquences qui alternaient dessins animés, jeux, chansons et publicités. Le souvenir est d'autant plus gravé dans ma mémoire que, éducation petite bourgeoise oblige, je devais mériter cette récompense, avoir mis un point final à mes devoirs scolaires, avoir rapporté de bonnes notes à la maison, avoir été sage, c'est-à-dire obéissant et conforme en tout point en somme, mon accès à l'industrie culturelle aliénante et débilitante à souhait, ma communion dans le divertissement et la contemplation de l'Eucharistie télévisuelle célébrée par la grande prêtresse Dorothée nécessitèrent, drôle de paradoxe que celui-ci, que je devins un parfait enfant de la République. Qui ne s'est pas reconnu là-dedans, à part les moins de 20 ans? Ah, toi aussi, fallait que tu finisses bien tes devoirs pour avoir le droit de regarder Saint Seiya. Ah oui,
Ah oui, oui, je n'avais pas le choix. Ma mère était institutrice. Ouais. Professeur des écoles aujourd'hui, mais à l'époque institutrice, ça c'est la connotation républicaine saute aux yeux, et donc je n'avais pas d'autre choix que de faire mes devoirs. Mais et dès que je ramenais, d'ailleurs, je me souviens une très bonne note. Elle me disait c'est normal, et donc la normalité, Oui, bien sûr. la normalité Ouais. était comment dire, synonyme d'accès au club Dorothée. Ah bah oui, ça marchait pas trop cet argument à l'époque du oui j'ai eu 8 mais la moyenne de la classe est de 6. Non, Ça marchait pas encore trop, ce pas truc. du tout. Non, ça c'est Non. l'argumentation de mes enfants. Oui, voilà, et qui je suppose ne prend pas avec toi. Non, parce que Assez peu. les critères que j'impose, c'est une note minimale et d'avoir au-dessus de la moyenne de la classe. D'accord. Je suis obligé de doubler les critères. Ah, mais tu avec mes imposes enfants. des critères, toi, t'es Ouais. carrément à l'ancienne, toi. C'est ça, Exactement. c'est le patriarcat. Hélas, oui. Hélas, oui. T'as connu pas le même club d'eau que moi, c'est-à-dire que t'as connu plus que moi le club d'eau des débuts, c'est-à-dire des trucs interdits. Très vite. Cobra, Cobra. Ken le survivant. Oui, alors mes parents m'interdisaient de regarder Cobra, et je me souviens un jour que j'avais un mercredi matin des copains pour mon anniversaire, et on m'attendait une seule chose, c'est de regarder Cobra, mais grande frustration, ça a été impossible. Merde. Pour les raisons de violence, Ouais. d'érotisme également, Aussi. des filles dans Cobra, et c'était exactement la même argumentation qui était déployée pour Ken le survivant. Beaucoup de violence. Alors, pas d'érotisme dans Ken le survivant, mais beaucoup de sang, beaucoup de violence, de combats avec des blessures visibles, des têtes qui explosent, etc. Vengeance par la botte secrète du couteau de cuisine. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Maintenant vous connaissez la douleur des blessures. Ah! Au secours, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je peux plus bouger. Tire-bouchon saignant et couteau. Et est-ce que c'est pour toi la seule explication de pourquoi est-ce que ces mangas, ces animés, quand ils sont arrivés en France, ont choqué? Ainsi, la députée socialiste Ségolène Royal accuse Dorothée et sa société AB Productions d'acheter la plupart de leurs dessins animés à l'étranger et de vendre des millions de disques de journaux grâce à des audiences et une notoriété croissante. Dorothée qui vient quand même de remplir Bercy pendant 15 jours. Je pense qu'elle a une responsabilité capitale et qu'avec la notoriété dont elle dispose, je pense qu'elle pourrait faire des émissions extraordinaires. Et utiliser cette notoriété pour débiter des kilomètres de niaiseries, de boudineries américaines et japonaises, je pense que c'est un gâchis formidable. On se souvient quand même de l'histoire de Ségolène Royal qui était en croisade contre le club Dorothée. Cette séquence lunaire d'Ariane car qu'on est dans un truc pour enfants. Un matin, joue un sketch. Je pense que tu te souviens de celui-là où elle joue une SDF qui fouille les poubelles, elle jette tous les trucs, elle fait qui c'est que cette merde, elle le jette et c'est le bouquin de Ségolène Royal qui est ministre. Ça fout un bordel pas possible. C'est bien, hein? Oh là là, les gens sont de plus en plus radins. Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà, il y a qu'un pneu là-dedans. Et là-dedans? Ah bah elle est carrément vide celle-ci. Bon, hop là, et celle-ci? Ah bah là il y a rien. Il y a une boîte de conserve. Ah ouais, bah elle est vide. Un bouquin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ségolène Royal. Là bah c'est bien nul ça. Non là. Allez, poubelle. Tu parles de Ségolène Royal, qui je crois à l'époque était députée, pas encore ministre, à vérifier. À vérifier à la régie des fact-checkers. Des Deux-Sèvres. Et elle a commis un livre s'intitulant Ras-le-bol des bébés zappeurs, 86, dans lequel elle incrimine effectivement les mangas. Alors les mangas sont visés plus particulièrement Cobra et Ken le survivant, Hokuto no Ken pour les puristes. Quelques attaques quand même contre la société japonaise elle-même. Donc on voit que diplomatiquement c'était peut-être pas très fin. Mais le plus beau, c'est qu'elle accuse les mangas de pervertir la télévision.
C'est-à-dire que la télévision est un outil pour Ségolène Royal en 1986 démocratique, puisque c'est le premier dispositif technologique qui place les enfants et les parents sur un pied d'égalité, dans une même passivité face à l'écran. Et donc cette vertu démocratique de la télévision est remise en cause par les mangas. Alors au-delà de cet aspect, ce qui terrorise, à mon sens, la bourgeoisie des années 80, et certainement encore celle d'aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler, en référence à notre propre histoire, le côté rabelaisien des mangas. Il faut toujours se souvenir, là je reviens à ma casquette universitaire, que on a pu discipliner les ouvriers grâce, notamment en Angleterre, aux États-Unis, et dans une certaine mesure en France, à la religion, et notamment, il y a un historien célèbre qui s'appelle Thomson, un historien marxiste très intéressant, qui montre comment le méthodisme, qui est une secte protestante, a éduqué les ouvriers à l'obéissance à leurs patrons dans les usines. Et donc la société industrielle, en fait, a évacué toute cette part rabelaisienne de fait de jouissance par rapport à la nourriture, la débauche, l'érotisme, voire le sexe, qu'on retrouve. Je vais donner deux exemples qui vont tout de suite parler aux quadragénaires. C'est celui de Tortuginelle dans Dragon Ball, qui, saigne du nez à la vue d'une petite culotte. Oh, je crois qu'on va bien rigoler. Oui, un peu. Comment ça fonctionne? Il faut appuyer sur les deux boutons en même temps. Hein? Allez. Voilà. Oh, formidable, ça marche. Oula. Oh. Ah, voilà la salle de bain. Mais maintenant, je vais passer dessous. Comme les petites souris. Oh. 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 Oh, on va bien rigoler. Quelle bonne blague je vais faire. Ah, je crois qu'il serait bon de tenter une approche des lignes adverses. Allez, hop là. Là. Qu'est-ce que c'est rigolo. Et le deuxième exemple, c'est Nicky Larson, où là, on accumule les défauts. C'est-à-dire, à la fois, on le voit dans les restaurants, faire la bringue, s'enivrer, danser, etc. Et puis, être attentif, la moindre jupe qui traverse la route. Bon, alors moi je me couche. Rejoignez-moi vite. Eh, vous n'allez pas dormir là, c'est ridicule. Je vous interdis de franchir ces rideaux, vous entendez? Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi vous vous méfiez de moi. Je vous ai engagé pour venger ma sœur, mais il n'a jamais été question de dormir avec vous, alors fichez-moi la paix. Vous avez tort de vous méfier de moi. Si je veux dormir à côté de vous, c'est en tout bien, tout honneur. Vraiment? Vous êtes comme tous les hommes, on ne peut pas vous faire confiance. Donc, évidemment, ces comportements sont inacceptables pour le développement d'une société démocratique et républicaine, sont inacceptables pour un futur marché de l'emploi qui attend des enfants dociles et prêts à s'adapter aux ordres, aux consignes et aux process des entreprises, des industries, etc. D'où, me semble-t-il, cette croisade contre le manga qu'a initié Ségolène Royal, mais qui reste, je crois, dans l'inconscient de beaucoup d'adultes, encore aujourd'hui. Et justement, toi, t'es un gros consommateur d'animés, de mangas, ou tu t'es intéressé à ça au-delà de... Est-ce que tu t'es remis au manga, ou est-ce que tu parles juste d'un vieux souvenir Alors, je ne suis pas un gros consommateur. Je suis les conseils, on va dire, de mon fils, principalement, qui, lui, est un gros consommateur. Surtout, ce qu'il fallait que je vérifie, tout de même au-delà du plaisir à lire ou à regarder ces mangas, c'était si la thèse dont on va parler après, que j'ai développée à propos des mangas de notre jeunesse, est encore valable aujourd'hui.
Et donc il fallait que je vois si le fil directeur que j'ai tiré, qui est, pour le résumer simplement, la perte des origines, pouvait s'appliquer aussi bien à Ken le Survivant, au Chevalier du Zodiaque, ou même à Olive et Tom, pour prendre dans le sport, ou à Ostro le petit robot. Pouvait également s'appliquer à l'Attaque des Titans, à Death Note, à Demon Slayer. Et avant qu'on rentre en détail dans cette thèse, oui, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Il me semble que pour la première génération des mangaka, c'était quelque chose de tout à fait conscient, parce qu'ils ont vécu jeunes ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de la bombe atomique, mais que c'est rentré dans l'inconscient des mangaka. Ça s'est transmis, effectivement. Okay. Alors, justement, on peut rentrer dans cette thèse que tu mets en avant et qui se base sur une réalité historique que je ne connaissais pas et que je pense pas mal d'auditeurs ne connaîtront pas et qui serait assez intéressante à développer, qui est l'aspect historique du manga. Tu pars d'une critique assez classique de la modernité, qui est surtout aussi liée à la science. Plus la science augmente, plus la science avance, plus le risque de catastrophe lié à la science devient important, puisque catastrophe à l'ère de la bombe atomique, c'est pas une catastrophe à l'ère du canon à poudre, et que donc on s'approche toujours plus de l'apocalypse. Sauf que il y a un peuple pour qui l'apocalypse n'est pas quelque chose qui est du domaine d'un scénario, mais qui est tout simplement du domaine du vécu, qui est plus du futur, mais qui est tout simplement leur passé. C'est le peuple japonais qui se prend 2 fois sur la gueule cet accident de la société industrielle, et qui développe à partir de là le manga. Et donc tu expliques que le manga en fait est tout simplement la conséquence de ça. Replaçons dans le contexte. Au 19e siècle, le Japon, sous la pression américaine, se lance dans la modernisation, dans l'industrialisation, ce qu'on a appelé l'ère Meiji, qui signifie lumière en japonais, l'équivalent de notre révolution intellectuelle puis industrielle. Et ce développement lui donne des ailes, et le Japon se lance dans une entreprise coloniale, et il a tellement confiance en lui qu'il en vient, on le sait, le 7 décembre 1941, à bombarder les États-Unis. C'est par la bord. Les représailles arrivent les 6 et 9 août 1945, 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, qui laissent derrière ces bombes-là un paysage de dévastation totale. Dévastation, devastare en latin, c'est un devenir sable. Donc il ne reste plus que de la poussière et du sable une fois que tout a disparu. Comme dans le monde de Ken. Exactement, comme dans le monde de Ken. Je le dis tout de suite parce qu'on en parlera après, mais les déconstructeurs se réfèrent beaucoup à la figure du désert, précisément. Donc il y a un ensablement de la société japonaise, ce qui fait suite à cette dévastation totale. Le manga apparaît dans les années 1950. Contrairement à la bande dessinée qui chez nous est considérée comme un art, le manga est une production industrielle, donc esthético-industrielle. Considérée comme une production industrielle par qui? Par les Japonais? Par les Japonais. Ça doit, les mangaka doivent pouvoir créer très facilement les mangas. Ça doit pouvoir se vendre à bas prix, actuellement. Et puis c'est noir et blanc, donc ça coûte moins cher que la couleur. L'accent est mis sur les personnages au détriment du décor. J'ai mis des planches justement dans le livre de comparaison entre. Je crois que c'est une planche de Lucky Luke que j'ai mis. Je pris le grand classique. Oui, il y a un moment. Et une planche d'Akira. Où on voit bien la différence entre la tradition de la perspective qui est héritée de l'histoire artistique européenne, et quand on est à la perspective, ça veut dire, pour être tout à fait clair, que le spectateur a un point de vue objectif et global sur la scène qui se déroule. Donc il est dans une forme d'extériorité, alors qu'au contraire, l'accent mis sur les personnages en gros plan, l'utilisation de très peu de phrases dans les mangas, surtout des interjections, l'accentuation des émotions, tout cela nous plonge dans le manga. Donc on essaye, de
pallier la déficience de moyens par l'expressivité des personnages, ce qui rend évidemment l'identification plus facile, et c'est à mon avis une des raisons du succès des mangas. On a oublié de dire, Greg, je précise que la France est le 2e marché mondial du manga, et donc de ce point de vue-là, c'est un intérêt tout à fait sociologique que de comprendre cette jeunesse du manga. Bon, donc au début des années 50, production esthético-industrielle en réaction à l'éclair atomique. Et c'est-à-dire que le point de départ de tous les mangas, c'est la table rase. C'est la suppression du passé. C'est comme si, je vais le formuler en termes plus philosophiques, le progrès avait avalé toutes les traditions. C'est une fantastique métaphore, en fait, du fait que il n'y aurait plus de restauration possible, puisque la tradition a disparu, engloutie sous le progrès. C'est d'ailleurs ce que le philosophe Walter Benjamin montre dans ses thèses sur le concept d'histoire. C'est l'équivalence entre le progrès et la catastrophe. Point de départ. Alors, à partir de là, il y a plusieurs types de mangas. Les mangas basés sur la technologie. Donc, comment surmonter l'absence d'origine par la puissance technologique? On pense tous, en tout cas les cadras, à Goldorak, qui fut le premier animé, justement, diffusé en 78 dans Recrea 2. Goldorak, go! On pense aussi à Astro le petit robot, où là un père ingénieur perd son fils et le recrée sous la forme d'un petit robot. Deuxième type de manga, c'est les arts martiaux et le sport, où la force collective et le recours à la tradition vont permettre de transcender la situation nihiliste qui est vécue. Et dernière situation, c'est le manga à proprement parler post-apocalyptique, dont fait partie Ken le Survivant, où là le manga commence avec un paysage effectivement de désert. Il y a d'autres styles de manga quand même, il y en a plein d'autres, mais c'est les trois grands qui sont répertoriés dans les livres d'histoire des mangas. Mais le point commun, c'est que la table rase se manifeste toujours par une rupture de l'ordre familial. Parce que la généalogie, c'est d'abord celle de la famille. Ben voilà, alors comment ça se voit en exemple concret? Voilà, c'est là où je voulais en venir. Prenez les chevaliers du Zodiaque, les chevaliers de bronze qui sont les héros de cet animé, sont tous des orphelins recueillis par la fondation Kido qui les forme à devenir chevaliers. Disparition de l'origine, c'est disparition des parents. Son Goku. On ne connaît pas son origine. On ne sait pas qui c'est. Et puis, il ne connaît pas ses parents. Non. Il est recueilli. Son grand-père, il s'en souvient pas. Voilà, exactement. Dans Olive et Tom, le père existe, mais est toujours en déplacement. C'est un marin. Donc, il n'est jamais présent, sauf exception. Et si on remonte un petit peu avant, l'archétype, c'est Gen d'Hiroshima, qui est certainement le premier manga explicitement post-apocalyptique, à explicitement mettre en image la scène de l'explosion nucléaire et ses conséquences directes, c'est-à-dire la disparition de la famille. Voilà. Et donc et l'errance qui s'ensuit. どうしたんじゃ。アリが家の中入ってくるよ。ものすごいね。どうなってるんじゃ。B じゃ。え ？B 二塾じゃ。ほんとじゃ。いつの間に来たんじゃ。おかしいね。
空襲警報ならんもんね。どうしたんだろう。Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb.あいてて、どうしたんじゃ？さっぱりわからんの。わしの上になんでこんなもんが。やれやれ。うわ！どうしたんじゃ？しっかりするんじゃ。死んどる。誰か来てくれ。一体どうしたんじゃ。うわ！
化けじゃ。みんなお化けじゃ。火事じゃ。大変じゃ。うちのある方じゃ。お父ちゃん、お母ちゃん、お姉ちゃん、シンジ。Et si on se projette aujourd'hui, regardez dans One Piece, Luffy ne connaît pas son père. On attend justement la suite avec impatience pour savoir quel lien ils vont nouer ou pas. Naruto également, puisque tu en parlais tout à l'heure, n'a pas connu directement ses parents. Il le fera sous une forme très particulière. Dans Death Note, le héros qui, commet des crimes grâce à un livre magique, joue un jeu très trouble avec son père qui est commissaire de police et qui enquête justement sur ces meurtres. Donc, ouais, le rapport est brouillé. Dans l'Attaque des Titans, la question de l'origine est omniprésente. Et d'ailleurs, le manga s'ouvre sur la mort de la mère du héros qui est avalée par un titan. Donc, il y a un fil directeur qui relie tous les mangas des premiers jusqu'aux contemporains, qui est cette disparition de la généalogie. Que ce soit alors généralement les parents, mais comme je citais le cas d'Astro Petit Robot, ça peut être aussi les enfants qui disparaissent. C'est-à-dire que la bombe atomique ne choisit pas qui, du père ou du fils, elle tue. Ça peut être les deux. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les premiers mangaka avaient 15-20 ans au moment de la bombe atomique. Ouais. Et donc, ils ont été directement influencés par cet événement. Et ils ont été confrontés à l'apocalypse, au nihilisme, directement. Et cette expérience est transmise de génération en génération. Et rentre, à mon avis, dans l'inconscient maintenant des mangaka. Et donc, cette société japonaise qui se prend de cet apocalypse en 2 temps sur la gueule, elle va faire une transition extrêmement soudaine, extrêmement violente. Et pour toi, elle bascule directement, en fait, du féodalisme à la postmodernité, mais sans connaître réellement de période de modernité. Mais, alors, c'est la thèse d'un sociologue japonais que j'ai reprise ici. Elle mériterait d'être amendée, je pense, pour être c'est pour ça, objective. Mais je trouve une portée heuristique. Alors, le mot est compliqué, mais ça veut dire que c'est une hypothèse de pensée intéressante. Qui invite à la réflexion. Voilà, qui invite à la réflexion. Et la thèse en question est la suivante, c'est que l'ère Meiji est un échec. Donc la modernisation dont j'ai parlé tout à l'heure a été un échec, de telle sorte que le Japon est directement passé de sa période féodale à la post-modernité. Mais donc une post-modernité qui se construit sur aucun héritage, donc sur aucune modernité, puisqu'il y a eu cette table rase. Et donc le Japon serait le laboratoire expérimental de la post-modernité. Et donc le manga le serait aussi ? Et donc le manga serait finalement un miroir de ce qu'on appelle post-modernité, et de ce point de vue-là, nous permettrait de décrypter notre propre société. Mais non, mais alors là, je comprends pas. À quel moment Sangoku, c'est le Gilles Deleuze des Japonais? Non, mais vraiment, quand je regarde les mangas, pour le coup, je vois ce dont tu me parles. Des gens qui veulent retrouver leur origine, retrouver leur tradition, qui affrontent des obstacles, des épreuves, qui se construisent, qui comprennent que par les coups, on avance. L'inverse de la postmodernité. Ils vivent des vraies négativités hegeliennes, quoi. C'est dur ce qu'ils vivent, et la morale, c'est de revenir à la tradition, aux amis, au courage, à la vertu, au dépassement. Je vois pas où dans la morale des animés et des mangas il y a l'apologie de la modernité, de la postmodernité. Où est-ce qu'elle est? Alors, il faut pas le formuler de la sorte. Ok. Premier point, d'abord, le manga est postmoderne dans sa forme, c'est-à-dire c'est la suppression du texte. J'ai dit tout à l'heure, on a presque plus que des interjections, les phrases sont extrêmement courtes, il n'y a pas de proposition dans les phrases, donc c'est la crise de la lettre, du texte, et le primat de l'image, et de l'émotion par l'image. Ce qui en fait un médium tout à fait postmoderne. Okay. Mais si on met cet aspect formel de côté, je ne dis pas que la morale des mangas est postmoderne, au contraire, j'ai envie de dire, elle est traditionnelle, mais en réaction, précisément, un point de départ qui serait postmoderne. Ce qui nécessite de faire comme un détour par qu'appelle-t-on postmodernité, pour bien comprendre l'argument. Alors disons-le de façon un peu caricaturale, pendant plus de 2 millénaires, la pensée européenne s'est construite sur le modèle de l'architecture.
qu'on soit en philosophie et en sciences, il s'agit de dégager des fondements, et à partir des fondations, des fondements, d'élaborer, d'édifier, de construire un raisonnement qui chemine tout doucement vers le fait, c'est-à-dire la conclusion. Bon. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est la racine grecque, le mot grec arché, qu'on trouve justement dans architecture. Et arché en grec signifie à la fois commencement et commandement. C'est-à-dire que le commandement montre son autorité en initiant, en commençant quelque chose, en donnant l'impulsion initiale. Et tout commencement commande la suite, puisqu'il pose, c'est le premier pas qui est le plus difficile, comme on dit dans la langue commune. L'objectif des déconstructeurs, donc tu as cité Gilles Deleuze, on peut rajouter Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Rancière, Lacan. Oui, Lacan c'est tangent, mais pourquoi pas. Un certain Lacan, Barthes, surtout Roland Barthes. Aujourd'hui, une Judith Butler, qui est la grande prêtresse des théories du genre. Un Giorgio Agamben en philosophie politique. Tous ces gens-là, malgré des différences certaines, ont en commun de refuser le modèle archique, issu de l'arché, et donc ce qu'on a d'un point de vue métaphysique, des anarchés, des anarchistes. Donc non pas des anarchistes politiques, mais des anarchistes métaphysiques. Par exemple... Ils font primer le réseau, c'est ça, sur la construction horizontale. Voilà, ils ont des modèles horizontaux et mobiles, très flexibles, contrairement à l'image verticale et statique, fixe, de l'édifice. Et d'ailleurs, je rajoute qu'à côté de l'édifice, il y a une deuxième grande métaphore dans la philosophie occidentale, qui est celle de l'arbre. On pense à Descartes, qui nous dit que les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches les différentes sciences, morale, mécanique et médecine. Mais on voit bien ce qu'il y a de similaire, justement, dans la verticalité de la cathédrale ou du temple et celle de l'arbre. Et ces deux modèles-là, ces deux grandes métaphores, ces deux grandes analogies, sont vivement... alors d'abord, ont été identifiés comme tels. Donc ça, il faut quand même reconnaître cette intelligence aux déconstructeurs. Et vivement critiqués. Donc par exemple, Derrida va opposer à la cathédrale la tour de Babel. Donc dans la tour de Babel, justement, n'est jamais finie. Donc elle est jamais close sur elle-même, donc elle est ouverte à l'altérité. Et Deleuze, lui, va opposer les rhizomes, qui sont des proliférations horizontales dans le sol, à la profondeur, à la verticalité de la racine et à la hauteur de l'arbre. Jamais oublier que pour Platon, qui est la cible de leur critique, les racines de l'homme sont dans le ciel. La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur n'importe quoi, et n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. Je veux dire, en traitant la philosophie comme une puissance de réfléchir sûre, on a l'air de lui donner beaucoup et en fait on lui retire tout. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. L'idée que les mathématiciens auraient besoin de la philosophie pour réfléchir sur les mathématiques est une idée comique. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça, on ne se dit pas un jour, tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, tiens, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant en philosophie qu'ailleurs. Tout comme un cinéaste ne se dit pas, tiens, je vais faire tel film. Il faut qu'il y ait une nécessité. Sinon, il n'y a rien du tout. Reste que cette nécessité, qui est une chose très complexe, si elle existe, elle fait qu'un philosophe, je sais au moins de quoi il s'occupe,
il ne s'occupe pas de réfléchir, même sur le cinéma. Il se propose d'inventer, de créer des concepts. C'est Platon, de toute façon, qui veut... C'est Platon. En même temps, tu comprends, tu vas pas t'emmerder à aller tous les débunker un par un. Tu débunkes Platon, comme ça, t'as débunké tout le monde dans la... C'est exactement leur coup de génie. C'est d'avoir compris qu'en tuant la racine de la tradition, on tue toute la tradition. Mais Platon a fait des erreurs. Voilà. Pardon? Platon a fait des erreurs. Certainement, bien sûr, il n'est pas irréprochable. Ce serait certainement. Mais enfin, on ne peut pas faire comme si la civilisation occidentale n'était pas bâtie sur la tradition platonicienne. Oui, ça c'est un fait. C'est Whitehead, je crois, qui disait que toute la philosophie occidentale est une note de bas de page des dialogues de Platon. Donc, une fois qu'il n'y a plus d'archée, qu'il n'y a plus d'édifices, au sens matériel du terme, des maisons, des habitations, des bâtiments, etc., mais au sens anthropologique, ça il faudra qu'on y revienne, c'est que les sociétés tiennent parce qu'elles ont une structure, donc une architecture. Quand tout cela a été arasé, il ne reste plus que le désert que souhaitent ardemment ces auteurs postmodernes. Donc la situation de table rase des mangas est la situation, d'une société déconstruite. Et la réaction dont tu parlais des héros, c'est justement de surmonter ce nihilisme. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de morale postmoderne dans les mangas. Au contraire, c'est toute l'idée d'un recours à des valeurs traditionnelles, aussi discrètes se font-elles dans ce cadre de table rase. C'est le recours à une perspective holiste, c'est-à-dire à la communauté. Alors les amis, l'équipe, etc. Mais aussi, et ça on l'oublie parce que c'est l'ambivalence du Japon, à la technologie. Il n'y a pas que la tradition, il y a aussi le progrès technologique avec ses ambiguïtés qui permet aux héros de surmonter le désert. Alors justement, avant qu'on parle de, c'est ce que tu développes surtout dans tout le deuxième partie ou cette description du monde de Ken le Survivant. Première partie étant plutôt sur le manga en tant que tel. Avant de rentrer justement dans le cadre spécifique de Ken le Survivant, pourquoi justement, avant de développer la thèse en tant que telle, pourquoi est-ce que c'était l'univers de Ken le Survivant qui s'y collait le mieux? Est-ce que c'était juste parce que c'était la série que tu préférais? Pourquoi est-ce qu'un Akira ne pose pas pourquoi pas Akira? Pourquoi pas? Alors, t'en cites un. Ça, faudrait juste en citer pour ceux qui veulent vraiment se faire un petit bout de culture générale what the fuck. Il y a Violence Jack que tu cites aussi, même s'il y a que les OAV de trouvables, mais qui sont des trucs que t'es allé découvrir ou que tu connaissais peut-être déjà pour ça. Moi, je les connaissais pas avant. Et pourquoi spécifiquement Ken le Survivant est-ce qu'il voulait le plus amener à démontrer ta thèse, ou alors c'était juste parce que t'aimais bien Ken plus que les autres? Alors, ça aurait été tout à fait possible de le faire avec Akira ou Violence Jack. Je connaissais Akira avant d'écrire, mais pas Violence Jack. Ça, c'est au cours de mes recherches que j'ai découvert Violence Jack. Je pense une influence directe du Hokuto no Ken. D'une violence insondable, avec des scènes de viol. Non, il y a deux raisons en fait pour lesquelles je me suis arrêté sur Ken le Survivant, qui sont essentiellement biographiques, extrêmement narcissiques. La première, c'est que j'avais interdiction de regarder, et donc il en est resté un certain traumatisme, et il en est rattrapé. Voilà, exactement. Ouais. Et quand j'arrivais, en profitant de l'absence de mes parents, à regarder un épisode de Ken le Survivant, je n'y comprenais rien à cause des dialogues qui ont été totalement changés. Bien sûr. Et donc, la réception mouvementée de Ken le Survivant en France, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais a engendré des grèves de comédiens dans les studios de Antenne 2 à l'époque. Et le compromis qui a été trouvé, c'était de changer les dialogues. Et donc de proposer des traductions tout à fait loufoques. D'où l'attaque la batterie de couteau de cuisine et d'autres trucs qui n'ont aucun sens. Voilà, c'est ça. L'héritier du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré du Nantes de fourrure. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Je suis Sauzer, le roi du Nantes de fourrure. Je n'accepterai jamais la défaite.
Le roi du haut couteau très aiguisé a décidé de devenir le maître de toute la planète. C'est une défense au couteau épluché. C'est ici et maintenant que s'achève ta route. Je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huître. Le secret de l'école au couteau rang de montagne réside dans la supériorité de l'esprit sur la matière. Je suis le roi du haut canif. Il utilise la technique planche à pain. C'est donc vrai, tu es bien un oiseau de feu de l'école Nanto? Les oiseaux de feu de l'école Nanto sont des disciples particuliers qui ont reçu un entraînement spécial. Leurs attaques ont la grâce et la rapidité de l'oiseau de feu, leur pouvoir d'une force et d'une cruauté sans égale. Il va sûrement utiliser l'attaque du phénix. J'avais déclenché contre toi la technique du phénix, Arizona. L'attaque le plus terrible de l'école Nanto. Tous ceux qui ont osé se dresser contre moi ont péri sous les griffes du phénix, Arizona. Le phénix est immortel. Qui a dit Arizona? Garde tes sarcasmes pour toi. Je suis l'héritier de l'école au couteau et je te ferai mordre la poussière. C'est ce qu'on va voir, ma poule. Prépare-toi à mourir. Chef, petit chef, qu'est-ce qu'on fait exactement? On s'en va. Ah bon, on s'en va, mais... Oui, sauf petit peu. Ah bon? Où ça? Merci de ton aide. Oh, c'était fastoche. Sans toi, j'aurais été obligé de baisser les armes devant eux. Mais oui, mais enfin... Il faisait partie des troupes de choc du colonel Sauzer. Sa soif de pouvoir est sans limite. Il a décidé d'ériger une immense pyramide à sa propre gloire. Oh, bravo. N'est-ce pas? Tu es le premier homme à avoir pu parer cette attaque. Oui. Mais je me demande combien de fois tu l'éviteras. Eh ben, tu verras. Mais je ne peux pas. Et donc, j'ai eu envie, à un moment donné, de dire, bah, tiens, en fait, j'ai jamais compris ce qui se passe en cas de survivre. Et donc, voilà, il y a 6-7 ans, j'ai commencé à, parce que je regarde quand même continuellement des mangas, et ben, à aller chercher les nouvelles traductions, à acheter la version papier, et puis à me dire, mais en fait, c'est génial. C'est génial parce que j'ai tout ce qu'il faut pour penser l'apocalypse que la société managériale et industrielle a créé. Oui, donc en fait, c'est pas ce livre n'est pas un hapax comme on dit. Hein. C'est pas comment dire un livre qui sort de mes réflexions précédentes sur le management industriel. Pas du tout. C'est un livre qui en explore les conséquences ultimes en réalité. C'est ça. Grâce au manga. C'est ça. Justement, on va rentrer dedans. En quoi ce monde de Ken le survivant, même si on a déjà bien amené la question, va spécifiquement représenter ce monde post-industriel. Ouais. Tu es déjà mort. C'est la phrase. Voilà, c'est la seule phrase qu'ils ont pas changé quasiment dans les attaques et qui veut justement tout dire. Tu es déjà mort, tu ne le sais pas encore. Voilà. Et t'insistes sur la figure du zombie là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Ils sont tous déjà morts et ils ne le savent pas encore. Exactement. Günther Anders, qui est un premier mari de Hannah Arendt, et un philosophe formidable. Les analyses de la société technicienne sont remarquables. Étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. Günther Anders a écrit ça dans L'obsolescence de l'homme. C'était en 1956. Et il poursuit. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance, en limitant leur aptitude biologique innée. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Il nous apprend que nous vivons dans l'époque du délai. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est que, tu l'as dit tout à l'heure, un peu à la façon d'un Paul Virilio, c'est que chaque progrès scientifique engendre de nouveaux risques scientifiques et donc de nouveaux accidents. Et plus on développe de technologie, plus le risque devient global. Donc à l'âge de la mondialisation, l'accident il est mondial. Là, on a vu qu'une couille dans un labo, ça déconne. C'est un excellent exemple. Et d'ailleurs, dans mon livre, je donne aussi des exemples de films où la catastrophe n'est pas nucléaire, mais virale. Tout à fait.
Le film Contagion, d'ailleurs, en 2011, avait largement anticipé la crise que nous avons plus récemment vécue. Et donc, nous vivons dans la possibilité que l'humanité, à travers une simple pression sur un bouton, puisse prendre fin d'un jour à l'autre. Donc, nous vivons dans le délai. Et quand Kenshiro, donc le héros de Hokuto no Ken, met à mort ses adversaires, il appuie sur des points de pression et leur dit « Tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore ». Donc, on a l'impression que l'adversaire est encore vivant, alors qu'en fait, il vit dans le délai en attendant sa mort. Et je trouvais ce parallèle absolument génial en termes de réflexion, d'expérience de pensée, en fait, anthropologique, puisque maintenant, non seulement il y a le nucléaire, mais il y a tout autre risque. Le climatique, etc. Fait que nous sommes vraiment les derniers hommes, hein, au sens où nous attendons que la fin soit enfin sonnée, quoi. Voilà. Et donc, cette figure du délai est en fait non seulement présente dans les combats, mais dans chaque épisode, au sens où on a affaire, c'est comme si nous étions il y a 12 000 ans, au moment où certaines tribus nomades se mettent à cultiver des champs et à construire des cités, à développer l'écriture, etc. L'écriture et la comptabilité sont nées en même temps que l'agriculture pour compter les réserves et pouvoir les répartir. Donc la philosophie politique aussi est née à ce moment-là. Sauf que la nature n'est plus abondante. Sauf que il n'y a plus de fertilité, puisque tout n'est que désert, et faire pousser une plante dans le désert, c'est extrêmement difficile. Ça pique. Ce sont des cactus. Donc, la vie sociale, la vie politique, la vie communautaire est elle aussi organisée autour du délai. On ne sait pas ce qu'on pourra manger demain. Voilà. Donc, c'était le fil conducteur du Hokuto no Ken. Et ça, ce sont peut-être les raisons philosophiques qui m'ont amené à traiter mes découvertes de façon accidentelle, qui m'ont amené à traiter ce manga de façon plus particulière. Et justement, le titre de ce deuxième chapitre, c'est « Un monde sans foi ni loi, sans Dieu ni lieu ». Alors, qu'est-ce qui manque justement au monde de Ken pour sortir de cet état-là? La conséquence directe de la table rase, de la vie dans le désert, c'est qu'il n'y a plus de structure politique, il n'y a plus d'institution politique qui donne un cadre normatif à la vie sociale. Et si les pulsions, parler en termes de psychanalyse ici, ne sont pas orientées vers des activités socialement désirables, eh bien, cela aboutit à deux types de comportements tout à fait destructeurs. L'érotisme, je prends les deux grandes pulsions de Freud, l'érose généralisée, c'est la partouze, c'est le viol, etc. Et thanatose généralisée, c'est la violence généralisée. Et on voit bien qu'aucune société ne peut survivre ou se survivre à elle-même si ces deux types de pulsions ne sont pas canalisés par des instances normatives qu'on appelle une structure anthropologique, qu'on appelle des institutions, etc. Devant une telle détresse, les paysans essaient de s'organiser, mais souvent sont trop faibles pour faire face aux hordes de barbares qui les attaquent et qui sont de plus en plus puissants. Ça, c'est intrigue oblige. Et donc la tentation est là de vouloir recourir à un léviathan, c'est-à-dire à une force qui, quoique arbitraire, je reviendrai sur ce point, néanmoins créerait de la stabilité. Il faut peut-être, on fait référence, quand on parle de léviathan, on parle d'État. Oui, donc Thomas Hobbes, philosophe britannique du XVIIe siècle, est connu pour ce raisonnement suivant. Dans l'état de nature, que Hobbes reconnaissait comme fictif, l'homme est un loup pour l'homme, selon son expression, est toujours quelque part susceptible d'être tué par plus fort que lui, et donc ne peut pas faire société, sauf si chacun d'entre nous renonce à sa violence pour la transférer à une instance supérieure qu'on appelle le Léviathan ou l'État. Et ce qui est important de noter ici, en rapport avec une discussion précédente de Ken le Survivant, c'est que Hobbes signe la fin de la philosophie politique classique, en ce sens que l'État n'est pas garant d'un bien commun et d'une justice, mais simplement de l'autorité qui empêche les hommes de s'entretuer. Donc il n'y a pas de visée morale
dans l'État moderne. Toute proportion gardée, le raisonnement de Baudin, donc on est 70 ans avant Hobbes, en 1576, donc juste après les guerres de religion et le fameux massacre à Saint-Barthélemy en 1572, était le même. Et c'est lui qui a fondé le concept de souveraineté, qui est la source de nos États-nations modernes. Mais c'est qu'une question de concentration de la puissance, avec évacuation de la question de la finalité de l'État, et donc du bien vivre, qui est au cœur, par exemple, de la philosophie d'Aristote ou de saint Thomas. Donc je reviens à ma situation. Quand les paysans en détresse préféraient un Léviathan plutôt que les hordes qui se succèdent pour leur voler leur récolte, c'est qu'ils sont prêts à subir l'arbitraire pour être protégés de la violence. Et donc on voit bien que même dans ce contexte-là, la question vitale, survitale, j'ai envie de dire, interdit de se poser la question de la justice. En fait, cet état arbitraire, ce Léviathan, est-il juste? Absolument pas. Il s'impose par la force, sauf qu'il est plus fort que les autres. Donc c'est la tentation du Léviathan pour éviter la barbarie. Mais s'il faut pas répondre à cette tentation, quelle serait la réponse alors? Là, on ah ouais. Là, on rentre dans des débats de philosophie politique, mais il n'est pas sûr, de mon point de vue, que l'État moderne soit la structure appropriée, principalement. D'ailleurs, ce qu'on appelle la crise du sens ou la crise des repères, etc., a lieu dans ces États modernes, parce que la structure collective ne fournit plus ce sens et les individus se replient sur eux-mêmes. Donc, ça me paraît être une tentation illusoire, ce recours au Léviathan. Un petit point quand même d'histoire qui n'est pas anecdotique, c'est que, mine de rien, le contexte d'élaboration de la pensée postmoderne est exactement le même que celui des mangas. C'est l'après-Seconde Guerre mondiale. Le raisonnement de Derrida, très influencé par Lévinas, que je ne classerai pas dans les déconstructeurs, mais qui les a beaucoup influencés, de Deleuze, etc., et le suivant, c'est que, je la fais courte, les atrocités, c'est la faute de Platon. C'est parce qu'on a construit toute une civilisation qui ne jure que par le même et exclut l'altérité qu'on est venu finalement à sacrifier des juifs. On retrouve le même raisonnement chez quelqu'un qui n'est absolument pas déconstructeur, qui s'appelle Karl Popper, quand il crée une dualité, à mon sens, tout à fait fictive, entre les sociétés fermées et les sociétés ouvertes, et qu'il voit dans la République platonicienne le modèle des sociétés fermées. Donc, le germe des totalitarismes. Wie Sie sagen, es heißt die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Die Feinde sind hauptsächlich die Faschisten, die Nazis und aber auch die kommunistische Diktatur, obzwar die kommunistische Diktatur ja damals mit uns verbündet war. Und was ich bei der offenen Gesellschaft gemeint habe, war eine Gesellschaft, sagen wir, in der man frei atmen kann, frei denken kann, in der jeder Mensch einen Wert hat und in der die Gesellschaft keine überflüssigen Zwänge über die Menschen ausübt. Ja, es gibt Gesellschaften, die mehr oder weniger offen sind, und es gibt Gesellschaften vor allem, die gar nicht offen sind. Unsere westlichen Demokratien waren sogar während des Krieges. Ça, c'est le contexte d'émergence de la pensée postmoderne. Elle émerge en France. En France, dans les 60, quelque part, on peut dire que mai 68, un certain mai 68, pas le mai 68 ouvrier, évidemment, mai 68 étudiant, correspond à l'arrivée sur la scène publique de la pensée à la déconstruction. Il y a la création de l'université de Vincennes, qui justement va accueillir un certain nombre, dont Deleuze, de ces déconstructeurs. Donc, et il va y avoir surtout dans les années 80 l'expatriation, c'est-à-dire la récupération sur les campus américains, en lettres tout d'abord. Judith Butler, par exemple, est une professeure de littérature à Berkeley. Ensuite, en sciences humaines, des théories de la déconstruction qui, 25-30 ans après, par retour de manivelle, quelque part, vont revenir en France. Et alors, la question qui se pose tout de suite, viennent-elles américaniser? Il suffit de lire Jacques Derrida, notamment dans ses mémoires pour Paul Demant,
où il se pose à lui-même la question. Alors, les livres de Derrida, pour la plupart, sont des conférences qu'il a prononcées. Et là, c'est une conférence justement aux États-Unis. Il se pose la question, mais qu'est-ce que la déconstruction? Et il répond, mais la déconstruction, c'est l'Amérique. Donc, et ça, il faudra nous interroger sur que signifie cette équation que Derrida, cette égalité que Derrida tisse entre l'Amérique et la déconstruction. Née sur le sol français, mais peut-être pas d'esprit français, cette déconstruction. Alors, aujourd'hui, comment elle se manifeste? Eh bien, je vais prendre 2 exemples. Tu as beaucoup parlé d'université, mais je vais quand même prendre un autre exemple. C'est que j'ai parlé de Larquet tout à l'heure. Disons que la déconstruction vise à débarrasser le discours commun et le discours savant de toutes les catégories, de tous les concepts hérités de la métaphysique. Sujet, être, substance, sensible, intelligible, bon, etc. Et de toutes les structures de pensée métaphysique. Et il y a une structure de pensée qui est centrale dans la métaphysique, c'est la pensée binaire ou duel. Corps, âme, raison, passion, sensible, intelligible, etc. Pourquoi? Parce que dans ces couples, il y en a toujours un qui domine l'autre. L'intelligible a plus de valeur chez Platon, chez Aristote, chez Plotin, chez Descartes, Kant, même Heidegger, que le sensible, etc. Donc là, il y a une oppression. Donc, on voit bien la politisation de la métaphysique par des constructeurs. Donc, premier geste, il faut renverser la domination dans le couple. Et donc, par exemple, on va avoir l'empirisme transcendantal chez Deleuze. Pour le dire de façon assez caricaturale, l'affect plus que la raison. On inverse. Donc, le corps plus que l'âme, etc. Mais, nous dit Derrida, quand on inverse ce rapport de domination, on reste quand même sur le terrain jeu de la métaphysique. Le but, c'est d'être ni l'un ni l'autre. Eh bien, quand on promeut le ni, neuter en latin, et ça donne neutre en français, eh bien, ça se traduit concrètement dans un livret de famille, quand il n'y a plus de père ni de mère, mais parent 1, parent 2. Voilà une victoire de la déconstruction. Ni père, ni mère. Voilà. À l'université, et ensuite je reviens sur la métaphysique, à l'université, alors, on peut pas dire que la déconstruction soit hégémonique, mais elle occupe le terrain. À quoi est-ce qu'on le voit? Principalement dans les appels d'offres, les appels à projets. Maintenant, la recherche, ce n'est plus, le chercheur dans son laboratoire ou dans ses livres qui publie. Ce sont des équipes qui répondent à des financements européens, nationaux et qui répondent à des appels. Et bien là, beaucoup de projets sont fléchés studies. Alors, ce qu'on appelle studies, c'est justement cette post-modernisation des disciplines scientifiques. Donc, on va avoir les gender studies, ce sont les plus connus, mais les post-colonial studies, les fat studies. Les fat, gros. Ah oui, oui. Ah oui, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde dans l'atomisation postmoderne. Donc, on le remarque à ça. On remarque également à l'écriture inclusive qui est pratiquée par énormément de collègues et imposée parfois par des institutions. On le voit aussi dans les revues scientifiques quand on lit les normes pour les auteurs, parce qu'il faut respecter des chartes. Quand on écrit des articles pour des revues scientifiques, certaines revues imposent l'écriture inclusive. Donc, ça s'institutionnalise, ce n'est pas dominant, mais qu'est-ce qu'on trouve face à cela? On trouve effectivement une science positive ou post-positiviste fragmentée, dont le seul but est de publier des études scientifiques sur des sujets extrêmement précis. Donc là, c'est la parcellisation du savoir scientifique, et il y a un fort mépris entre d'un côté les scientifiques qui se disent sérieux et de l'autre ceux qui se réfèrent plutôt à la déconstruction. Mais dans les deux cas, il y a le même rejet de la métaphysique et de la vérité. Dans les deux cas. Donc finalement, ce sont des alliés objectifs, si je pouvais le traduire de cette façon. Et ce qu'on doit en tirer comme conclusion, me semble-t-il, c'est que l'université n'est plus l'institution dont l'horizon est la vérité. Elle est devenue l'institution de la production d'une réalité sociale,
et donc de la transformation de l'idéologie en réalité sociale, notamment par le développement de beaucoup de diplômes en intervention sociale, que ce soit en management, sociologie, etc. C'est-à-dire en intervention sociale. Eh ben, on apprend des méthodologies, Ouais. des méthodologies d'intervention, de recherche-intervention, comme on le dit, dont l'objectif est de changer les représentations, changer les comportements, etc. Alors que ce soit à visée productive, par exemple dans le management, ou à visée plus idéologique en sociologie. Ok. Voilà. Donc l'utilité, c'est substituer la vérité dans les deux cas. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par métaphysique? Définir le terme qu'on utilise depuis tout à l'heure. C'est un terme qui est tout à fait arbitraire en réalité. Aristote, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas écrit un livre qui s'appelle La métaphysique. C'est Andronikos de Rhodes qui était l'éditeur, le classificateur des œuvres d'Aristote, qui au 1er siècle doit classer un manuscrit qui ne porte pas de titre. Et il se dit, dans le raisonnement logique, ça doit venir après les livres sur la physique, sur la nature. Et en grec, méta, ta physica biblia, les livres qui viennent après les livres sur la physique. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la métaphysique? Donc voilà, c'est un titre posthume, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on trouve par contre dans le livre? C'est une science première qui interroge l'être en tant qu'être. Okay. C'est proprement européen et occidental. Ce type d'interrogation n'existe pas en Chine, au Japon, etc. Et c'est ce qui va lancer donc la grande aventure de la philosophie, y compris la philosophie moderne. Mais là, je commence à répondre à ta question. Parce que d'abord, on va identifier cet être en tant qu'être, maître d'Aristote, Platon, à des idées, à des formes, ensuite à de la substance, ensuite à un dieu, et ensuite à un sujet humain. Ça, c'est la révolution moderne. Et donc, pour Deleuze, par exemple, Kant, c'est le dernier grand théologien. Parce que c'est encore une métaphysique du sujet. C'est une métaphysique, bien sûr. Voilà. Donc, la rupture intervient du point de vue des postmodernes, beaucoup plus entre ce qu'eux-mêmes revendiquent et tout ce qui précède. Donc, Antiquité, modernité, on est dans le même schéma métaphysique qui définit l'identité et la situation occidentale, qui a évolué de fait de l'histoire, etc., etc. Bon. La question qui se pose, c'est, et tu l'as posée, est-ce que ces auteurs postmodernes ne reviennent pas simplement eux-mêmes ne font pas de la métaphysique sans le savoir? Oui. Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Et ne reviennent-ils pas à une société plutôt conservatrice que moderne sans le savoir aussi? Alors ça, je ne sais pas. Je pense que je ne saurais pas répondre à cette question. Mais pour ce qui est de la première, tout le monde, je pense, se rappelle de la caverne de Platon, livre 7 de la République, avec un prisonnier au fond de sa caverne qui est pris par un joug et son regard est tourné vers la paroi sur laquelle il voit des ombres, il croit que c'est la réalité, et peu importe, à un moment donné, on lui enlève, on sait pas qui d'ailleurs, on lui enlève ses chaînes et il commence l'ascension d'un chemin rocailleux pour sortir de la caverne. À mi-chemin, il rencontre des artisans en train de fabriquer des objets, et puis il se rend compte que c'est le feu en fait qui projetait l'ombre, les longs objets sur la paroi, et puis il monte encore et puis il voit le soleil. Et en fait là, on a les 3 niveaux de réalité chez Platon: les simulacres qui sont au fond de la caverne, qui sont des copies de copies, les objets qui sont au milieu de la caverne, qui sont des copies des formes intelligibles qu'on trouve quand on sort de la caverne. Et toute l'argumentation des déconstructeurs, c'est de libérer les simulacres des objets et des formes et des idées. Comme si les simulacres pouvaient vivre de façon autonome. Et là serait la grande rupture postmoderne, l'autonomie. Alors ça se traduit par exemple par l'autonomie du signifiant dans le langage. Je reviendrai juste après. Toute la question qui se pose, c'est, et les philosophes platoniciens actuels, il en reste quelques-uns, la posent aux déconstructeurs et ne savent pas répondre, mais le simulacre est simulacre de quoi? Est-ce qu'il ne subsiste pas une réalité pour qu'il y ait du simulacre? Ouais. C'est-à-dire que, et on retombe sur la généalogie, parce que le 2 là, c'est du génitif. Génitif, généalogie. Les postmodernes veulent, enlever le génitif, parce que c'est une marque d'appartenance, c'est une marque d'origine, etc., de la langue française. Et donc, dans le langage, le signifiant, ce sont les mots qu'on dit ou qu'on écrit. Signifier, ce sont les idées. Et donc, normalement, le signifiant, renvoie à une idée. Quand je dis chaise, j'ai une représentation de la chaise dans ma tête. Et ça peut renvoyer même à une référence. Et là, les chaises sur lesquelles nous sommes tous les deux assis. Eh bien, les déconstructeurs veulent libérer les signifiants des signifiés et des référents
qui oppressent le signifiant. Et c'est pour ça qu'on dans leur texte, on va trouver que finalement des jeux de mots qui vont faire dériver le langage, pour que surtout ne soit pas attaché, c'est le refus du lien, attaché au signifiant et signifié. Mais enfin, vous, en tant que philosophe de la déconstruction, vous voulez quand même dire quelque chose. Vous développez des idées. Et donc, on peut dire qu'il y a une forme de contradiction dans le discours des constructeurs, parce qu'ils ne peuvent pas se passer de la réalité. Les simulacres sont simulacres de quelque chose. Et les mots désignent bien des idées et un monde. Donc, il y a une sorte de contradiction interne. Ça, j'en suis intimement convaincu, mais on se mettra jamais d'accord là-dessus. Deuxième moment de ma réponse, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, qui pour moi est absolument central dans mon analyse à cet été contemporain, c'est le mot de révolution industrielle, de société industrielle. Oui. Je considère la naissance de l'État-nation et des philosophies politiques associées, donc y compris le libéralisme. Le libéralisme apparaît avant la révolution industrielle. Oui. Voilà. Comme le dernier sursaut de la période néolithique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je le disais tout à l'heure, il y a à peu près 12 000 ans, des sociétés nomades ont commencé à se fixer tout doucement et à vivre non plus de la prédation, c'est-à-dire cueillette ou chasse, non plus de déplacement permanent, mais d'une sédentarité, et donc apparaît d'ailleurs le futur à ce moment-là, parce qu'il faut prévoir et anticiper, et surtout la notion de territoire. Le territoire, on vit sur un territoire désormais, et on va édifier, construire ce territoire, et on va le préserver pour pouvoir le transmettre. Ok. Voilà. Donc j'ai envie de dire, le conservatisme naît là en réalité. Le conservatisme est proprement néolithique. Eh bien, l'État-nation, c'est le dernier avatar en fait. Quels que soient les reproches que j'ai pu lui faire tout à l'heure en termes de bien commun et de justice, c'est le dernier avatar parce qu'il se fonde, sa souveraineté se fonde encore sur un territoire. Okay. Or, la révolution industrielle signifie que le technique doit primer sur le politique. Elle signifie que la machine se substitue à l'outil. La machine, c'est un fonctionnement infini. Qui ne connaît pas la mesure, et c'est tout le problème d'ailleurs de l'adoption des machines dans les usines pour les ouvriers, et le problème de la casse des machines par les Ludites au début du 19e siècle. Et dans cette société-là, représentée notamment par Saint-Simon et son secrétaire qui allait devenir très célèbre, Auguste Comte, c'est la science et la technoscience qui doit nous diriger. Et la technoscience abolit, comme je l'ai dit, toutes les mesures, tous les territoires. Son imaginaire est lié non plus à l'arbre, mais au réseau. C'est ça. La figure du réseau chez Saint-Simon est absolument primordiale. Comme je considère, je suis très marqué, alors je donne le nom, mais j'aurai pas le temps de développer, par Anthropologie de Pierre Legendre, je considère que toutes les sociétés ne parviennent à se maintenir, tant bien que mal pour la nôtre, que par référence à un méta-récit. La déconstruction, c'est le méta-récit de la société industrielle. Toutes les figures de la critique de l'architecture fixe, de l'arbre enraciné, et la promotion de la liberté des signifiants, du rhizome, etc., sont en fait l'idéologie qui permet de légitimer la société industrielle et managériale. Si je le dis autrement, c'est aujourd'hui le management qui rend effectif le projet postmoderne. Donc moi, j'ai moins peur de la wokisation, c'est un terme que je n'utilise pas, mais je vais le dire ici, des universités, que de la prolifération du management qui accomplit en douce tout le programme postmoderne. Puisqu'aujourd'hui, dans le monde occidental, un étudiant sur 5 étudie le management comme cursus supérieur d'études. C'est-à-dire que là, dans la suite, là, on va avoir un jeune sur 5, son métier, ce sera de gérer... Il est formé au management. Après, il est formé au management. C'est-à-dire à gouverner des individus de façon techno-scientifique pour les faire faire ce qu'ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes. C'est-à-dire se soumettre à un système de production. Bien sûr. Pour être très clair. Voilà. Ouais. Et regardez, le cas Macron est exemplaire, même si c'était déjà présent avant. La composition de l'Assemblée nationale, les députés qui de plus en plus ne passent plus par l'ENA et par des filières, disons, juridiques. Parce que l'ENA, c'est beaucoup de droit. Et le droit se rapporte à l'État-nation, le droit administratif. Il passe beaucoup par Sciences Po, mais Sciences Po, c'est des masters de management maintenant, et par HEC. Et quand on va polytechnique, on devient financier maintenant plus qu'ingénieur. Donc il y a une managérialisation de nos élites et la société tout entière qui là, pour le coup,
correspond tout à fait au projet postmoderne d'éradication du politique, de ses frontières, de la notion de décision, de la notion de hiérarchie, etc. Et de la notion de démocratie aussi. Dès le début, les théoriciens du management se sont interrogés sur ce qu'ils appellent la démocratie industrielle. Et donc que la démocratie fait partie, je prends la métaphore biologisante adéquate, parce que le management se réfère beaucoup à l'organisme, à l'agilité, etc. Ça fait partie de l'ADN du management. Et c'est encore plus le cas après la Seconde Guerre mondiale, où certains auteurs très importants dans la tradition du management ont considéré que c'était les modes d'organisation tayloriens qui étaient responsables du massacre. Okay. Et qu'il fallait passer à des modes d'organisation plus horizontaux, on appelle des entreprises organiques ou agiles, etc. Ou l'entreprise libérée, comme on dit. Macron, on s'est fait connaître, excuse-moi, pour avoir fait le projet de loi pour la libération de la croissance. La libération, cette escroquerie, la croissance, elle est enchaînée. Elle est là et va. Donc, il y a une condamnation de tous les modèles verticaux. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que l'organigramme si ce n'est un arbre inversé, pour reprendre nos analogies, et la promotion d'un modèle horizontal. Mais s'agit-il, de délibération au sens d'échange d'arguments devant aboutir à une prise de décision commune et surtout temporaire, parce qu'elle est perpétuellement remise en cause. Non, pas du tout. Parce que quand on gouverne plus par l'ordre, on gouverne par la fabrique de l'adhésion. Ce que Lippmann puis Chomsky ont appelé la manufacture du consentement. The point is that you have to work. And that's why the propaganda system is so successful. Very few people are going to have the time or the energy or the commitment to carry out the constant battle that's required to get outside of, McNeil Lehrer or Dan Rather or somebody like that. The easy thing to do, you come home from work, you're tired, you had a busy day, not going to spend the evening carrying out a research project. So you turn on the tube, you say it's probably right, or you look at the headlines in the paper and then you watch the sports or something. And that's basically the way the system of indoctrination works. Sure, the other stuff is there, but you're going to have to work to find it. Modern industrial civilization has developed within a certain system of convenient myths. The driving force of modern industrial civilization has been individual material gain, which is accepted as legitimate, even praiseworthy, on the grounds that private vices yield public benefits in the classic formulation. Now, it's long been understood very well that a society that is based on this principle will destroy itself in time. It can only persist with whatever suffering and injustice it entails, as long as it's possible to pretend that the destructive forces that humans create are limited, that the world is an infinite resource, and that the world is an infinite garbage can. At this stage of history, either one of two things is possible. Either the general population will take control of its own destiny and will concern itself with community interests, guided by values of solidarity and sympathy and concern for others, or alternatively, there will be no destiny for anyone to control. As long as some specialized class is in a position of authority, it is going to set policy in the special interests that it serves. But the conditions of survival, let alone justice, require rational social planning in the interests of the community as a whole, and by now that means the global community. The question is whether privileged elites should dominate mass communication and should use this power as they tell us they must, namely to impose necessary illusions, to manipulate and deceive the stupid majority and remove them from the public arena. The question in brief is whether democracy and freedom are values to be preserved or threats to be avoided. In this possibly terminal phase of human existence, democracy and freedom are more than values to be treasured. They may well be essential to survival. Thank you. Donc le management, c'est la manufacture du consentement dans les organisations. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie industrielle. Et on l'entoure
des mots qui font bien, comme bienveillance, valeur, etc. L'état de droit. T'as droit. Avec cette spécificité que notre société actuelle arrive maintenant à censurer au nom de ces valeurs-là. Oui, parce que on censure au nom de la paix, au nom de l'égalité, et maintenant au nom du pluralisme. Oui, c'est fabuleux. C'est parce que il faut revenir à Taylor, Frédéric Winslow Taylor, 1911, principe d'imagination scientifique. Puis généralement, on a l'image de Chaplin, etc. Mais ça, c'est de la caricature en réalité. Le projet de Taylor, il est énoncé très clairement, c'est de l'harmonie, pas de discorde, de la coopération, pas d'individualisme. Harmonie, pas de discorde, ça veut dire pas de lutte des classes. Ciao Marx. Harmonie, ça revient sur la question précédente. Coopération, not individualisme. Ciao libéralisme. Ok, c'est moderne ça. C'est avant la société industrielle. Le libéralisme, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas la même chose que le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme. Ça, ce sont d'autres choses. Et quand il dit ça, il crée une voie, donc la coopération amicale, c'est le terme de Taylor, entre les ouvriers, puis entre les ouvriers et les employeurs, est la source de la performance. Autrement dit, il faut bannir toute conflictualité, toute négativité. Tu as parlé d'Hegel tout à l'heure. Et donc, la censure dont tu parles à l'instant, c'est en fait l'élimination de cette négativité au nom de la croissance, de la performance et d'un rideau de vivre ensemble. En fait, tout ce qu'on vit là est la conséquence d'une gestion managériale. De mon point de vue, oui. De la société française. Oui. Et qui est conscient qui a ceci de particulier qu'elle s'enracine dans une tradition administrative tenace. Oui. Ce qui crée des tensions énormes, mais qui sont en fait anthropologiques, parce que c'est notre modèle issu de l'Église médiévale et que le modèle du management est américain. Donc là, on vit un vrai choc anthropologique dans les organisations et les administrations, en effet. Mais vous avez, tout le monde a entendu les mots-clés d'accompagnement, les mots-clés d'acceptabilité, de résistance au changement. Tout ça, c'est la panoplie du management pour en fait masquer qu'il s'agit non pas de résistance psychologique au changement et tout, mais d'un choc des cultures. Un choc des cultures. Un choc des cultures. Eh ben, merci d'être passé nous voir. Merci à toi pour l'invitation. Alors, on va parler un peu de ton actu, si tu en as envie, puisque tu as un livre plus récent que celui que je vous ai montré lors de cet entretien, et que vous pourrez vous procurer en description de la vidéo, un livre qui bien évidemment va bien au-delà de vous n'êtes pas obligé d'être de notre génération et d'être des pré-boomers comme nous pour pouvoir apprécier ce livre, qui est une expérience de pensée autour de quelque chose. Effectivement, on aurait pu prendre Akira, on aurait pu prendre autre chose pour cette pensée que tu développes là, mais là, voilà, c'était quête, c'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de planches que tu mets dedans, qui sont présentes partout. C'est pas non plus un livre à colorier, hein. Attention, vous allez voir, c'est du lourd. C'est du très très lourd et je vous le recommande. Et j'espère que tu donneras envie aussi aux gens de lire le dernier. C'est quoi le dernier? Ah, il s'intitule Anachronisme. Il part d'un constat qui n'est pas décrit dans le livre, mais qui est lu à mon propre cheminement. La civilisation occidentale est ambiguë parce que d'un côté, le développement sans frein de la technoscience conduit à toutes les problématiques que nous avons évoquées, hein, le nucléaire, le climatique, le biologique, le bactériologique, etc. Et de l'autre côté, nous sommes riches d'un patrimoine philosophique, architectural, artistique extraordinaire. La tentation est grande, et certains philosophes le font, de condamner toute la tradition occidentale et d'aller chercher des ressources de freinage de cette dynamique folle dans laquelle nous vivons à l'extérieur. Ah, par exemple, on a le cas de François Julien qui, lui, va piocher en Chine. Jacques Derrida, des constructeurs, lui, va piocher plutôt du côté du judaïsme, etc. Et il me semble que nous possédons dans notre propre tradition des références qui nous permettraient de penser la tenue, le maintien ou la retenue, et de rattacher le logos devenu fou, devenu technoscience, à la mesure, à la limite. Et donc j'explore 8 anachronismes qui permettent de penser cette action de freinage. Voilà, très brièvement résumé. Est-ce que pour toi, vraiment, c'est le fait de retrouver un cadre qui peut sauver ce logos
cette façon dont il se dévore lui-même, parce qu'il est en train de se dévorer lui-même. Je pense que c'est d'abord une question d'imaginaire, avant de cadre, puisque toutes les institutions se fondent sur un imaginaire, sur une référence préalable. On revient un peu à ce que disait Stéphane Rosès qu'on avait eu en entretien un jour et qu'on n'a pas pu diffuser parce que j'ai paumé la roche. Mais justement, oui, il pose la question de l'imaginaire des peuples face au chaos. L'imaginaire instituant, selon l'expression de Castoriadis. Et donc là, il est urgent de trouver un imaginaire ou de se référer à des imaginaires anti-accélératoires, anti-nomadiques, anti-ensablement, pour reprendre ici les métaphores de la postmodernité, et de la mesure. Ça me paraît le plus important. Nous vivons dans un monde d'hubris, où que nous tournions le regard. Là, ce sont les dieux dont que la cité a besoin de vénérer en ce moment. Seul un dieu peut nous sauver. Oui. Disait Heidegger. Belle façon de conclure. Merci à toi d'être passé nous voir. Encore un grand merci. Merci à la régie, merci à l'invité, merci aux spectateurs, bien évidemment, et comme on dit ici, merci Cognac Jet, à vous les studios, à très vite.